Au cœur de la région viticole de Bordeaux, où le parfum des raisins mûrs remplit l'air et les vignobles s'étendent à perte de vue, je vis depuis 68 ans, entouré de souvenirs qui résonnent dans chaque pierre de notre château familial. Après la mort de mon cher Henri, je me suis entièrement consacrée à préserver cette propriété qui porte plus de 2 siècles d'histoire de notre famille. J'accueille des touristes pour des dégustations, j'organise de petits événements parmi les fûts centenaires et je maintiens vivante la tradition que mes grands-parents ont bâtie. Tout semblait suivre son cours naturel jusqu'à ce matin pluvieux d'octobre, lorsque le son de la sonnette brisa le silence de la maison. Claire, ma belle-fille, était à la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et des mots qui auraient coupé comme des lames. « Soit vous nous vendez le château, soit vous ne reverrez plus jamais vos petits-enfants. » L'ultimatum résonna dans le salon comme un lointain coup de tonnerre. Les semaines suivantes furent un tourment silencieux qui s'infiltrait dans chaque recoin de ma routine quotidienne. Julien, mon fils, évitait mes appels téléphoniques, et quand je réussissais enfin à lui parler, ses mots étaient chargés d'excuses vides et de faibles justifications pour le comportement de sa femme. Claire avait orchestré un siège parfait. Mes petits-enfants, le petit Pierre et Margot, qui avaient l'habitude de courir dans les couloirs du château le week-end, avaient tout simplement disparu de ma vie. Au village, je percevais les chuchotements lorsque je passais devant la boulangerie ou le marché local, des rumeurs de problèmes financiers et de querelles familiales qui se propageaient comme une traînée de poudre. Les nuits froides, assise près de la cheminée, avec pour seule compagnie le crépitement du bois qui brûlait, je sentais le poids écrasant d'une décision qui pouvait détruire les derniers liens familiaux qui me restaient. Pendant des semaines, j'ai alterné entre des moments de révolte et des périodes de profonde mélancolie, observant les feuilles dorées de l'automne tomber lentement sur les jardins que ma mère avait plantés des décennies auparavant. La pression augmentait chaque jour qui passait, sans réponse à l'ultimatum de Claire. Un après-midi, alors que je me promenais dans les vignobles que je connaissais depuis l'enfance, foulant la terre humide qui gardait tant d'histoire, je pris une décision qui allait tout changer. Je me suis dirigée vers ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de l'ancienne commode où je gardais les documents importants et j'ai pris les actes du château. Les mains tremblantes mais déterminées, j'ai enfilé mon meilleur manteau de laine, pris les clés de la voiture et roulé sur les routes sinueuses jusqu'au centre de Bordeaux. Le cabinet du notaire Dubois, un homme qui s'occupait des affaires de notre famille depuis plus de 30 ans, serait ma destination cet après-midi décisif. Le cabinet du notaire exhalait le parfum familier des livres anciens et de l'encre de stylo, des murs tapissés de volumes juridiques qui avaient été témoins de décennies d'histoire familiale et d'affaires délicates. Monsieur Dubois me reçut avec sa courtoisie habituelle, mais je perçus dans ses yeux la curiosité quant à la raison de ma visite inattendue. Préparer la documentation pour le transfert du château, annonçai-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. Il haussa les sourcils, s'attendant clairement à ce que je mentionne Julien et Claire comme acquéreurs. Il sera vendu à l'Association culturelle du patrimoine de Bordeaux, continuai-je, observant son expression de complète surprise. L'association, que j'avais contactée discrètement la semaine précédente, avait montré un intérêt sincère à préserver l'histoire de la propriété et à la maintenir accessible au public. C'était la garantie que le château continuerait à servir la communauté, mais serait à jamais hors de portée de la cupidité de ma belle-fille. La nouvelle de la vente se répandit dans la ville avec la rapidité typique des petites communautés, parvenant aux oreilles de Claire et Julien avant même que je puisse les contacter personnellement. L'appel téléphonique de Julien ce soir-là fut un mélange de choc, de colère et de désespoir. Mais je maintins ma position avec une sérénité que je ne me connaissais pas. J'avais perdu le contact avec mes petits-enfants, comme Claire l'avait promis. Mais j'avais découvert quelque chose d'inattendu, une paix profonde que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Le château abriterait désormais des expositions sur l'histoire viticole de la région, des ateliers culturels
et continuerait à accueillir des visiteurs qui apprécieraient sa beauté et son importance historique. 3 mois plus tard, en me promenant sur le marché local par un matin ensoleillé, je vis une affiche colorée annonçant le festival d'automne à l'ancien château de la famille Dubois. Au loin, j'entendis des rires d'enfants jouant parmi les fûts, résonnant dans les mêmes couloirs où mes petits-enfants avaient autrefois couru librement. Aujourd'hui, 6 mois après cette décision qui a tout changé, je vis dans un petit appartement au centre-ville, entouré de quelques meubles que j'ai rapportés du château et de photographies qui gardent des décennies de souvenirs heureux. Parfois, lorsque je passe devant la propriété lors de mes promenades matinales, je vois des familles entières explorer les jardins qui étaient autrefois exclusivement nôtres, des enfants découvrant le processus de fabrication du vin et de jeunes couples posant pour des photographies parmi les vignes centenaires. Je ne nie pas que mes petits-enfants me manquent, surtout lorsque je vois leurs photographies sur la table de chevet, mais j'ai appris quelque chose de précieux sur la dignité et les principes. Claire a réussi à me séparer de Pierre et Margot temporairement, mais elle n'a pas réussi à plier ma détermination ni à ternir l'héritage que notre famille a bâti au fil des générations. Entre choisir la famille et préserver l'honneur, j'ai fait le choix que personne n'attendait. Et pour la première fois depuis des mois, je dors en paix. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai signé les papiers du transfert. Et aujourd'hui, je me réveille un matin de printemps, avec le cœur plus léger que je n'aurais jamais imaginé. Mon petit appartement au 3e étage offre une vue privilégiée sur la place centrale, où le marché hebdomadaire transforme la routine de la ville en une symphonie de couleurs et d'arômes. Par la fenêtre, j'observe les premières fleurs s'épanouir dans les parterres entretenus par la mairie, tandis que le café du matin exhale son parfum réconfortant dans la cuisine compacte. C'est étrange comme la simplicité m'a apporté une sérénité que le château, avec toute sa grandeur, ne pouvait plus m'offrir. Les matins ont désormais un rythme différent, sans les soucis constants d'entretien, de touristes ou les conflits familiaux qui empoisonnaient chaque réveil. Aujourd'hui, ma seule responsabilité est envers moi-même, et cette liberté a un goût doux comme la première gorgée de café encore chaud. Lors de ma promenade matinale dans les rues pavées qui relient le centre historique au quartier résidentiel, j'ai rencontré Madame Rousseau, une voisine que je connaissais depuis l'enfance et qui avait toujours fréquenté nos dégustations de vin. Elle m'a salué d'un sourire chaleureux et a commenté les changements positifs que l'association culturelle avait mis en œuvre au château. « Hélène, vous avez pris la bonne décision », dit-elle en ajustant son sac sur son épaule. « Hier, j'ai emmené ma petite fille visiter le château et elle a été enchantée par l'exposition sur l'histoire des familles viticoles de la région. » Ces mots m'ont apporté un soulagement inattendu, confirmant que mon choix avait été le bon. Nous avons continué à discuter quelques minutes des activités culturelles qui se déroulaient désormais régulièrement dans la propriété, et je l'ai quittée avec un sentiment de fierté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le téléphone a sonné le jeudi après-midi, interrompant ma lecture tranquille d'un roman que j'avais acheté à la librairie locale. C'était Monsieur Dubois, le notaire, avec une nouvelle qui allait complètement changer ma perspective sur les événements récents. « Madame Hélène, j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. » commença-t-il d'un ton mystérieux dans la voix. Julien a cherché mon bureau, voulant savoir s'il est encore possible d'annuler la vente du château. Mon cœur s'est emballé un instant, mais Dubois a poursuivi. Apparemment, Claire n'était pas satisfaite uniquement de la propriété. Elle avait prévu de transformer le château en un hôtel de luxe et d'en tirer un profit substantiel. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma belle-fille ne voulait pas seulement le château pour des raisons familiales, mais voyait dans la propriété une opportunité d'enrichissement personnel, détruisant des siècles de traditions et d'histoire familiale. La découverte des véritables intentions de Claire a apporté un mélange complexe de colère et de soulagement qui m'a accompagnée toute cette semaine. Colère d'avoir été manipulée de manière si calculatrice,
mais soulagement d'avoir suivi mon instinct et d'avoir protégé le patrimoine familial d'être transformé en une entreprise commerciale sans âme. Les jours suivants, j'ai réfléchi aux signes que j'avais ignorés. Les questions spécifiques de Claire sur la rentabilité de la propriété, son intérêt soudain pour les détails financiers et ses suggestions constantes de moderniser le château pour attirer plus de touristes. Maintenant, tout avait un sens, et je me sentais reconnaissante d'avoir résisté au chantage émotionnel. Le château était en sécurité entre les mains de l'association culturelle qui le préserverait avec le respect et le soin qu'il méritait, loin des ambitions mercantiles qui auraient détruit son essence historique et familiale pour toujours. Par un après-midi ensoleillé de mai, j'ai décidé de visiter officiellement le château pour la première fois depuis le transfert. J'ai franchi les portails qui étaient autrefois exclusivement les nôtres, maintenant ouverts à toute la communauté, et j'ai été chaleureusement accueillie par la directrice de l'association culturelle. Marie-Claire, une femme d'âge mûr avec une passion sincère pour l'histoire locale, m'a conduit lors d'une visite guidée qui a révélé des transformations surprenantes et émouvantes. L'ancien salon était devenu un musée dédié à la tradition viticole de la région, avec des photographies de ma famille occupant une place de choix sur un mur entier. Votre histoire et celle du château sont fondamentales pour notre récit, a expliqué Marie-Claire en désignant une photographie de moi et d'Henri lors de notre lune de miel. Voir notre vie préservée et célébrée de cette manière m'a fait monter les larmes aux yeux. Mais c'étaient des larmes de bonheur et de satisfaction. À la fin de la visite, alors que je me promenais dans les vignobles que je connaissais comme ma poche, j'ai entendu des voix familières provenant de l'aire de pique-nique que nous avions créé il y a des années. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai reconnu les rires inconfondables de Pierre et Margot, mes petits-enfants, jouant parmi les arbres avec d'autres enfants. Julien était assis à une table à proximité, observant ses enfants avec un sourire mélancolique sur le visage. Nos regards se sont croisés à distance, et pendant un instant, tout le ressentiment et l'amertume ont semblé se dissoudre dans l'air printanier. Il s'est levé lentement et a marché dans ma direction, les épaules courbées par le poids de la culpabilité et du regret. « Maman », a-t-il murmuré en s'approchant, « j'aurais dû te défendre depuis le début. » Les enfants ont couru vers moi en criant « Grand-maman !» et m'ont serré dans leurs bras avec une force qui a failli me faire tomber, remplissant mon cœur d'une joie que je pensais avoir perdue à jamais. La rencontre avec Julien et mes petits-enfants s'est déroulée plus naturellement que quiconque de nous n'aurait pu l'imaginer. Nous nous sommes assis ensemble à la même table où nous avions l'habitude de pique-niquer en famille, tandis que Pierre et Margot couraient dans les vignobles comme au bon vieux temps, leur voix résonnant parmi les rangées de vignes qui avaient été témoins de tant de moments heureux. Julien m'a dit que son mariage avec Claire traversait de sérieuses difficultés depuis qu'il avait découvert ses véritables plans pour le château. « Elle ne peut pas accepter que vous ayez contrecarré ses rêves d'enrichissement », a admis mon fils, jouant nerveusement avec les feuilles tombées sur la table. Quand j'ai su qu'elle voulait transformer notre histoire familiale en une entreprise lucrative, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompée sur ses véritables intentions. Ses paroles portaient le poids de la déception et du remords, mais aussi une clarté que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis longtemps. Les semaines suivantes ont apporté un rapprochement progressif et prudent entre nous, comme deux animaux blessés réapprenant à se faire confiance. Julien a commencé à me rendre visite régulièrement à l'appartement, toujours accompagné des enfants, qui remplissaient le petit espace de leurs rires et de leurs histoires d'école. Lors d'une de ces visites, alors que nous préparions des crêpes dans la cuisine compacte, il m'a révélé qu'il avait entamé une procédure de divorce. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un capable d'utiliser mes propres enfants comme arme de chantage contre ma mère, a-t-il déclaré avec une détermination qui m'a rendue profondément fière. Claire avait déménagé à Paris, où elle prévoyait d'ouvrir un cabinet de conseil en gestion hôtelière, apparemment sans manifester beaucoup d'intérêt pour la garde partagée des enfants.
L'ironie était amère. Elle avait perdu une famille entière à la recherche d'un profit qu'elle n'obtiendrait jamais. Au début de l'automne, 1 an exactement après l'ultimatum qui a changé nos vies, j'ai reçu une invitation spéciale de l'association culturelle pour participer à l'inauguration d'une nouvelle aile du musée dédiée exclusivement à notre famille. Marie-Claire avait travaillé sans relâche pour créer une exposition permanente qui racontait l'histoire des Dubois à travers des photographies, des documents historiques et des objets personnels que j'avais volontairement donnés. La cérémonie a eu lieu un après-midi doré de septembre, en présence d'autorités locales, d'historiens et de dizaines d'habitants de la région qui avaient suivi notre saga familiale au fil des ans. Julien était à mes côtés, me tenant la main fermement, tandis que Pierre et Margot couraient seuls parmi les invités, avec l'énergie typique des enfants. Lorsque Marie-Claire m'a invité à couper le ruban inaugural, j'ai senti une émotion indescriptible m'envahir. Pendant mon discours d'inauguration, j'ai parlé de l'importance de préserver non seulement les propriétés historiques, mais aussi les valeurs et les traditions qu'elles représentent. Ce château a toujours été bien plus qu'une simple résidence, ai-je dit à l'auditoire attentif. Il est le gardien de mémoire, le berceau de tradition et le symbole d'une continuité qui transcende les générations individuelles. J'ai expliqué comment la décision de le vendre à l'association culturelle avait été la manière que j'avais trouvée de garantir que ces traditions resteraient vivantes, servant non seulement ma famille, mais toute la communauté. De nombreuses personnes présentes se sont approchées après le discours pour saluer mon courage et ma vision, y compris d'autres familles propriétaires de châteaux qui faisaient face à des dilemmes similaires, avec des héritiers intéressés uniquement par la valeur commerciale des propriétés. J'ai réalisé que notre histoire était devenue un exemple inspirant pour d'autres. Les mois d'hiver ont apporté une routine réconfortante de dîners en famille, dans mon appartement, d'après-midi de jeux, avec mes petits-enfants, et de longues conversations avec Julien sur ses projets d'avenir. Il avait décidé de rester dans la région, travaillant comme consultant agricole pour de petits producteurs de vin, une profession qui le reliait aux racines familiales de manière authentique et significative. Pierre, maintenant âgé de 12 ans, montrait un intérêt croissant pour l'histoire du château et me demandait fréquemment de raconter des histoires sur ses arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui avaient construit notre héritage viticole. Margot, avec ses 9 ans remplis de curiosité, adorait visiter le musée et était fière de montrer à ses amis d'école les photographies de la famille exposées sur les murs. Il était gratifiant de voir comment les enfants développaient un sentiment de fierté et d'appartenance à notre histoire, quelque chose que Claire n'aurait jamais encouragé dans ses plans commerciaux. Au printemps suivant, alors que je me promenais dans les jardins du château par un matin parfumé par les premières fleurs de la saison, je réfléchissais au voyage extraordinaire que j'avais parcouru depuis cet ultimatum dévastateur. Ce qui semblait initialement une perte irréparable s'était transformé en une opportunité de redécouvrir des valeurs essentielles et de renforcer des liens familiaux authentiques. J'ai observé un groupe d'étudiants en histoire, prenant des notes sur l'architecture du XVIIIe siècle, des touristes photographiant les vignes en bourgeons et des familles locales profitant de l'aire de pique-nique qui était maintenant ouverte en permanence au public. Claire avait tenté de me forcer à choisir entre famille et dignité. Mais j'ai appris que les deux choses ne sont pas mutuellement exclusives lorsqu'elles sont basées sur un amour véritable et un respect mutuel. Aujourd'hui, marchant sur cette terre que j'ai toujours aimée, entourée du rire de mes petits-enfants et de la certitude d'avoir pris la bonne décision, je sais que certaines batailles valent n'importe quel sacrifice lorsque nous nous battons pour la préservation de ce qui compte vraiment. 2 ans se sont écoulés depuis cette décision qui a complètement transformé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, je me trouve dans une position que je n'aurais jamais imaginé occuper. Conseillère honoraire de l'Association culturelle du patrimoine de Bordeaux. Marie-Claire m'a invitée à intégrer le conseil d'administration
reconnaissant mon expérience dans la préservation des propriétés historiques et ma connaissance approfondie des traditions viticoles de la région. Accepter ce poste a donné un nouveau sens à mes journées, me permettant de contribuer activement à la protection d'autres châteaux et propriétés rurales qui font face à des pressions similaires à celles que j'ai vécues. Lors des réunions mensuelles, je partage mon expérience avec d'autres propriétaires qui luttent contre des héritiers intéressés uniquement par la valeur commerciale de leurs héritages familiaux. Il est réconfortant de savoir que mon histoire peut servir de guide et d'inspiration pour des personnes confrontées à des dilemmes similaires aux miens. La transformation la plus surprenante s'est produite dans la vie de Julien, qui a trouvé dans l'expérience traumatisante du divorce une opportunité de redécouvrir ses véritables passions et valeurs. Il a élargi son travail de consultant agricole et dirige désormais des ateliers sur la viticulture durable au château lui-même, enseignant des techniques traditionnelles à une nouvelle génération de producteurs. Ses yeux brillent d'une énergie que je n'avais pas vue depuis des années lorsqu'il parle de terroir, de l'importance de respecter les cycles naturels de la terre et de la manière dont les pratiques ancestrales peuvent être adaptées aux défis modernes. Pierre et Margot l'accompagnent fréquemment lors de ces ateliers, absorbant des connaissances qui les relient directement à leurs racines familiales. Il est émouvant de voir comment mon fils a enfin trouvé une voie professionnelle qui honore notre héritage sans chercher à en tirer un profit excessif. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre inattendue qui m'a fait profondément réfléchir au chemin tortueux que la vie nous présente parfois. La correspondance venait de Paris et portait la signature de Claire, écrite d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue, malgré les années de distance. Elle y décrivait ses difficultés financières dans la capitale, où son cabinet de conseil en gestion hôtelière n'avait pas prospéré comme elle l'espérait, et exprimait des regrets quant aux décisions qu'elle avait prises pendant notre conflit familial. Je réalise maintenant que j'étais aveuglée par l'ambition et que je ne pouvais pas voir la vraie valeur de ce que vous tentiez de préserver. Écrivait-elle dans un passage particulièrement touchant. Bien que ces mots semblent sincères, j'avais appris à me méfier des personnes qui ne montrèrent du remords que lorsque leurs propres circonstances devenaient difficiles. J'ai décidé de répondre à la lettre de Claire avec la gentillesse qui a toujours caractérisé mon éducation, mais en maintenant la fermeté nécessaire pour protéger la paix que nous avons conquise en famille. J'ai écrit en expliquant comment nos vies s'étaient réorganisées de manière positive, comment les enfants grandissaient, connectés à leurs racines, et comment Julien avait trouvé un épanouissement professionnel en travaillant avec la terre que ses ancêtres avaient cultivée pendant des générations. J'ai également mentionné mon travail à l'association culturelle et comment je me sentais épanouie en aidant d'autres familles à naviguer dans des dilemmes similaires aux nôtres. J'ai terminé la lettre en précisant que, bien que je ne garde aucune rancune pour les événements passés, notre famille avait appris à valoriser les relations basées sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Il n'y a pas eu de réponse, mais je n'en attendais pas non plus, car certains ponts, une fois brûlés, doivent rester ainsi pour que nous puissions construire des chemins plus solides. Lors du festival des vendanges de cette année, organisé conjointement par l'association culturelle et les producteurs locaux, j'ai eu l'occasion d'observer comment notre décision avait créé des ondes positives, bien au-delà de ce que nous avions initialement imaginé. L'événement a attiré des visiteurs de toute la France et même d'autres pays européens, intéressés par l'apprentissage des méthodes traditionnelles de production de vin et l'histoire des famillettes viticoles de la région. Pierre, maintenant âgé de 14 ans, a agi comme jeune guide pendant le festival, expliquant à des groupes de touristes l'histoire du château avec une passion et une connaissance qui m'ont rempli de fierté. Margot, avec ses 11 ans, a organisé une petite exposition de dessins sur les 4 saisons dans les vignobles, créée par elle et ses camarades d'école. Voir mes petits-enfants assumer naturellement le rôle de gardien de notre histoire familiale a été une confirmation puissante que j'avais pris la bonne décision. Aujourd'hui, alors que j'écris ces réflexions par un après-midi tranquille de décembre,
Avec la cheminée allumée réchauffant mon petit appartement et le doux son de la pluie frappant les fenêtres, je ressens une profonde gratitude pour tous les chemins que j'ai parcourus jusqu'à ce moment de sérénité. Le château continue de recevoir des milliers de visiteurs chaque année, préservant non seulement notre histoire familiale, mais servant de centre d'éducation culturelle et de point de rencontre pour la communauté locale. Julien construit une nouvelle vie basée sur des valeurs solides, les enfants grandissent fiers de leurs origines et connectés à la terre que leurs ancêtres ont cultivée avec amour. Claire a fait son choix en priorisant les gains matériels sur les liens familiaux. Et bien que cela ait causé une douleur temporaire, cela nous a finalement libérés d'une dynamique toxique qui aurait pu détruire bien plus qu'un simple patrimoine. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui nous conduisent aux chemins les plus gratifiants et authentiques.